Ensemble pour la bientraitance, c'est le titre de la conférence organisée récemment par l'organisme Handicap Vie Dignité. Oui, un des porte-paroles, qui est également résident CHSLD, est avec nous par Skype aujourd'hui pour en parler. Il s'agit de M. Daniel Pilote. Bonjour, M. Pilote. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui, on est privilégié de vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes un témoin qui est au premier rang déjà depuis 4 ans parce que vous-même, vous résidez dans un CHSLD, comme on le disait. Comment vous décririez la situation ces 4 dernières années? Ben, depuis les 4 dernières années, c'est sûr que moi, je trouve que les soins sont à refaire dans les CHSLD, ça c'est sûr. L'ancien gouvernement avait changé en 2015. Donc, automatiquement, c'est sûr, les soins ont diminué. Euh, les ressources, manque de ressources. Mhm. Donc, ils ont fait des coupures pas mal là, là-dedans. Donc, automatiquement, c'est sûr que les patients payent le prix. Et on parle donc beaucoup de maltraitance. C'est important de dénoncer la situation. Et pourquoi c'est aussi important de parler de bientraitance? Il faut aller vers la bientraitance parce que vraiment, il faut refaire certaines choses, les améliorer. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire là, d'un bout à l'autre, mais il faut les améliorer. Vous avez identifié dans les conférences certains trucs là, vraiment pratico-pratiques sur des méthodes à améliorer le quotidien des résidents. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de bientraitance qu'on pourrait appliquer pour faire en sorte qu'on puisse mieux vivre en CHSLD? Le manque de ressources, ça c'est sûr et certain. Là, on parle de pénurie, mais je pense que c'est plutôt une réorganisation dans les ressources humaines qu'il faudrait faire. Déjà là, parce qu'il y a un problème aussi d'absentéisme, il y a un problème de roulement de personnel. Aussi les connaissances, des patients, d'accord? Donc il y a des plans de travail et les plans de travail d'une personne qui ne connaît pas, le patient doit se référer au plan de travail, mais que, la compression et le nombre d'employés est diminué, ils n'ont pas le temps de lire ça. Donc automatiquement, quand ils rentrent dans une chambre, c'est comme l'inconnu. Moi, je suis chanceux, je peux parler, Mhm. mais vous avez des personnes qui ont des problèmes cognitifs, qui ne peuvent pas parler, d'accord? Donc et puis qui abandonnent, OK? Mais au bout de la ligne, c'est nous, les patients, qui paient. Mhm. Vous voulez pas payer ce prix-là et avec raison. Et dans la longue chaîne, souvent, on va penser à la maltraitance, on va penser tout de suite aux gens qui sont à la toute fin dans la chaîne qui prodiguent les soins. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au début de la chaîne au niveau des gestionnaires? Absolument, peut-être, un genre de laxisme que je pourrais dire là. Quand on a eu notre conférence, j'ai dit à la présidente, j'ai dit: «On rentre dans une nouvelle ère maintenant. On a eu la conférence, on a un nouveau gouvernement. Maintenant, je ne sais pas là si, comment je sais que madame Marguerite Blais, elle a des bonnes intentions. Maintenant, est-ce que, l'action va être là?» Mhm. Mhm. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Je sais qu'on ne peut pas faire ça en claquant les doigts, là, mais la première chose, c'est les ressources humaines qu'on doit revoir. J'ai beaucoup d'idées à comment que ça pourrait être fait, vu mon expérience en CHSLD Mhm. et d'autre part d'expérience aussi antérieure, avec les proches aidants, aussi, aux soins à domicile. Ouais. Mhm. On sait que c'est un chantier sur lequel va se pencher le nouveau gouvernement, incluant Mme Blais, en espérant qu'elle ait interpellé notamment le comité des usagers et les résidents dans la planification et la réorganisation des services offerts en CHSLD. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, M. Pilote. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Nous, on poursuit la discussion, Christine, en recevant Benoît Racette, qui a animé un des ateliers de la conférence dont on vient de parler. Mhm. Benoît Racette est avec nous. Bonjour. Bonjour.
Quel bilan est-ce qu'on peut tracer de cette conférence qui vient de se terminer? Bien, c'est assez positif. Il faut dire qu'il y avait une 80aine de personnes, mais qui étaient de toutes sortes d'horizons, hein. Il y avait autant des gens des comités d'usagers, des organismes communautaires, des juristes, des professionnels. Il y avait aussi des gestionnaires du réseau de la santé. Et donc, tout le monde est allé dans le sens d'une meilleure bientraitance pour les personnes aînées. Et je veux juste rappeler qu'on parle d'aînés, on parle pas seulement d'aînés, on parle de personnes vulnérables. Oui. Donc, ça inclut évidemment les personnes en situation de handicap qui seraient notamment CHSLD ou dans le réseau de la santé. Donc, il y avait un vrai appel positif. Ceci dit, il y avait aussi des critiques, parce qu'on a quand même vécu beaucoup de réorganisation des services dans les dernières années, Oui. et les droits des personnes demeurent, ils peuvent être lésés. D'ailleurs, il faut rappeler que l'organisme qui est à la base de ce colloque-là a émergé après un recours collectif pour maltraitance. Alors, vous comprenez à quel point ils sont ambitieux de vouloir améliorer la situation, puis c'était un peu ça, l'état d'esprit. Handicap Vie Dignité a été créé après le recours collectif qui a été initié notamment par le Conseil de la protection des malades. Non, en fait, ça avait été initié notamment avec... c'est l'équipe de Maître Ménard. Okay. Il y a eu... Madame, la fondatrice là, de Handicap Vie Dignité, était curatrice d'une des personnes qui étaient là. Et après ce recours collectif-là, d'un collectif puis des personnes lésées, il y a eu la création de cet organisme-là. Parce que c'est pas nouveau. En fait, oui, l'action collective, par exemple, l'autorisation pour l'action collective, c'est quand même récent. Oui. Sauf que c'est pas nouveau le droit des personnes vulnérables, par exemple en CHSLD, au niveau de la bientraitance. Absolument. Et donc, vous le dites souvent, d'ailleurs, Christine, on a, en 78, inclus dans la Charte une protection particulière contre les discriminations. Il y a aussi une protection des personnes vulnérables. C'est très haut dans la pyramide du droit. Ce qui était heureux dans ce colloque-là, c'est qu'au-delà du droit, parce qu'on en a parlé, bien sûr, il y avait des avocats sur place, on a parlé de droit, mais au-delà de ça, on a parlé d'initiatives qui fonctionnaient mieux, qui permettaient d'être attentifs aux besoins des personnes vulnérables pour éviter la maltraitance. Avez-vous des exemples? Des exemples très concrets. Une belle histoire, la maison Carpe Diem pour les personnes Alzheimer. Une histoire d'ailleurs qui est présentée partout dans le monde parce que les gens sont pas dans un contexte médical. Hein. Même le personnel n'a pas de sarreau, les gens vivent ensemble. C'est à petite échelle, donc évidemment, c'est moins impersonnel et ça donne des bienfaits. Il y a des bienfaits extraordinaires pour les personnes. Ce sont des soins qui sont intégrés au quotidien parce que, par exemple, les infirmiers, infirmières qui travaillent avec les résidents habitent sur place. Exactement. Eux aussi. Ça, vous considérez que c'est une bonne pratique qui pourrait être dupliquée, par exemple, dans un CHSLD du futur? Absolument. Puis ça rime un peu avec les propositions de l'actuel gouvernement qui veut améliorer les CHSLD en offrant des maisons pour aînés. Il y a une autre chose aussi qui est super importante. En fait, deux autres choses qui sont davantage dans les relations avec le personnel puis les personnes. D'abord, on a parlé de ce blâme-là qui arrive souvent chez les préposés. Parce que c'est les premières personnes qui donnent directement les soins. Donc, il faut trouver toutes sortes de mécanismes. Il faut mieux former. D'ailleurs, on le fait. On forme mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ça, c'est certain. On est rendu Déjà, à presque 800 le nombre d'heures de formation, ça paraît. Ça paraît, ça a une influence. Puis, il faut continuer d'améliorer les pratiques dans ce sens-là. Et l'autre chose qui, je dirais, qui doit exister chez les professionnels, mais qui est important de comprendre chez la personne qui est aidée, qui est soignée, la personne aînée, c'est de comprendre le récit de vie. Il y a d'ailleurs une personne, un chercheur en gériatrie qui est venu nous présenter cette perspective-là. C'est génial. Je vous donne un exemple très clair. Il faut connaître mieux, prendre du temps, ça c'est important, prendre du temps pour comprendre la vie des personnes. Quand on connaît le récit de vie de quelqu'un, on fait des bonnes interventions. Entre autres au niveau de la médication. Entre autres au niveau de la médication, exactement. On s'est rendu compte, entre autres, qu'il y avait un homme qu'on croyait errant, là, qui se promenait de chambre en chambre. On est allé voir dans son histoire et c'était un ancien médecin. Vous comprenez que si une infirmière... C'est ça. Quand l'infirmière voit ça dans l'histoire de vie de la personne, elle peut mieux intervenir. Tracer du point A au point B, là, ça permet d'expliquer puis éviter une médication peut-être qui serait inutile. Exagéré, voilà. Et c'est une posture de bientraitance, j'oserais dire, que d'avoir du temps. Et de combattre la culture du blanc, moi, je trouve ça quand même très intéressant là, comme perspective parce que s'il y a un manque de ressources, c'est aussi parce qu'on n'encourage pas nécessairement les gens à aller travailler, faire ce travail difficile et noble que celui de préposer. Si on continue à les blâmer, oui, c'est ça, il faut le valoriser, ce travail-là. Oui, puis
n'ont pas les mêmes protections, le public n'a pas les mêmes protections non plus. C'est le seul qui échappe aux ordres professionnels, il faut le Oui, dire. c'est vrai. Et il faut qu'il y en ait un nombre suffisant. Ça, ceci dit, ça a été mentionné, bien sûr. Là, c'est heureux d'avoir de l'innovation sociale, c'est heureux d'avoir du temps, mais il faut aussi avoir des ressources un peu plus nombreuses pour s'occuper comme il faut de nos aider des personnes vulnérables. Lors de la conférence, il y avait autant des gens qui appartenaient au groupe des gestionnaires, il y avait aussi des gens, donc, un peu partout dans la chaîne. Quelle était la réaction de ces gens-là par rapport à la question de la maltraitance et de la bientraitance? Tout le monde trouvait ça important. Okay. Tout le monde souhaitait envoyer un message clair au nouveau gouvernement. D'ailleurs, Mme Marguerite Blais a été interpellée directement. Elle a même annoncé qu'elle recevrait les propositions du colloque avec intérêt. Mais je vous dirais aussi que les gestionnaires appréciaient moins les présentations plus critiques. Okay. C'est sûr, on est dans une volonté de davantage de partenariat en santé, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tout le temps. Il faut que ces gestionnaires-là comprennent qu'il va arriver des moments où les personnes seront lésées et les comités des usagers, par exemple, ont un travail à faire là-dedans. On espère que c'est heureux, enthousiaste, mais parfois, il faut aussi dénoncer. Ouais, mais moi, je voulais qu'on termine là-dessus parce qu'on en a parlé brièvement avec M. Pilote, mais l'importance des comités des usagers, ça a perdu un petit peu de pouvoir au travers des années. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des comités des usagers forts à travers le réseau? Un lieu de démocratie, d'abord. Ça permet aussi de communiquer ce qui échappe aux statistiques et aux pratiques et aux protocoles. Hein, les gens dans les comités de patients, là, ils sont branchés sur les personnes et souvent, ils font remonter des situations qu'on n'avait pas prises en compte. Et j'espère que c'est un lieu aussi pour les gens d'avoir confiance dans les droits puis de les apprendre aussi. Donc, ils sont mis à mal, mais il faut continuer d'investir les comités d'usagers, les soutenir d'ailleurs. Dans le colloque, on a parlé aussi du manque de soutien. Les comités d'usagers doivent être mieux outillés pour accomplir leur travail. On peut consulter toute la documentation produite après la conférence sur le site Handicap Vie Dignité. Oui, qu'on mettra le lien d'ailleurs sur notre site internet amitélé.ca. Mais merci beaucoup, Benoît Racette, vraiment pour ce travail très, très important. Merci. Oui, vraiment apprécié. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, Christiane. Oui, Kevin, mais il faut surtout pas manquer la semaine prochaine. Oui, on a tout un rendez-vous. Oui, parce que toi et moi, on a eu la chance d'avoir une longue discussion pour parler d'accessibilité avec nul autre que la mairesse de Montréal, Valérie Plante. À bientôt. À bientôt. Communiquez avec nous par courriel amitélé@ami.ca, par téléphone sans frais au 1-844-398-0947. Animateur, Kevin Breton, Christine Rousseau. Recherchiste, Jessie Archambault, Audrey Metcalfe, Chantal Mondou, Annie Verret. Caméraman monteur, reportage, Laercio Bastos, Emiliano Bazan, Stéphane Brisson. Réalisatrice, Estelle Bouchard. Pour Ami Télé, chef de la production originale, Anne Roy. Vice-présidente programmation et production, Isabella Federici. Une production Ami Télé 2018.